Et de retour ici au Cube, ici les Moulineaux, dans cette soirée complètement folle, cette soirée exceptionnelle, cette soirée spéciale Rifkin. C'était donc le 28e rendez-vous du futur ici au Cube. J'en profite d'ailleurs, parce que sinon je vais l'oublier à la fin, pour vous annoncer que le 28 octobre prochain, vous avez rendez-vous avec Ahmed Fields, vous avez rendez-vous avec Cédric Villani, qui sera notre 29e invité. Je ne vous dévoile pas le 30e invité, mais je crois qu'on va faire encore une belle soirée spéciale en perspective. J'avais des copilotes dans cette première émission, j'en ai d'autres dans cette deuxième émission. L'idée de cette deuxième émission, c'est de faire une discussion à bâton rompu avec vous derrière votre petit écran ou dans votre grand écran à la Maison éco-citoyenne par exemple, ou à l'école centrale, à l'école des mines. Vous pouvez interagir constamment. On a eu énormément de questions, j'en ai compté plus de 1500. Bon, j'en ai posé qu'une, mais en même temps, on garde les autres. On pourra peut-être lui compiler et lui envoyer à Jérémy Rifkin, qui est très content d'être passé ce soir avec nous. La règle donc est toujours la même. Vous réagissez, vous commentez, vous dialoguez. Et vous, ici dans la salle, peut-être qu'on peut monter un tout petit peu les lumières éventuellement, mais sinon, c'est pas si grave. On voit. Il y a Charlie également qui est au premier rang, qui sera notre monsieur tweet. C'est lui qui va traduire ce qui s'est passé, qui va nous raconter un petit peu la sensation générale. Peut-être quelques points, quelques commentaires, plus que des questions, puisque Jérémy Rifkin n'est pas là. Et voilà. Alors, je vous présente ceux qui m'entourent, et je commence bien sûr par Marion Moreau. Marion Moreau, rédactrice en chef, fondatrice aussi de French Web, le site frenchweb.fr. Il ne faut pas hésiter à m'arrêter ou à affiner un petit peu. Alors, pour juste rectifier, je ne suis pas la fondatrice. J'ai rejoint l'aventure quelques mois après la fondation. D'accord, donc cofondatrice quelques mois après de French Web. À ma droite, Arnaud de Saint-Simon, président du groupe Psychologie. À ma gauche, Ismaël Lemoel, président de Hello Asso et co-impulseur de la Social Good Week. Notamment François Siegel, journaliste et fondateur du magazine Oui Demain, avec qui nous sommes heureux d'être partenaires pour ce 28e rendez-vous du futur, et Antoine Chotard, responsable de la veille et de la prospective au sein de AEC, Aquitaine Europe Communication. L'agence régionale du numérique en Aquitaine. Voilà. Donc nous sommes plusieurs de Bordeaux, donc nous saluons encore plus franchement, j'ai envie de dire, la French Tech bordelaise, le mouvement French Tech, la semaine digitale qui arrive très bientôt, qui démarre le 13 octobre à Bordeaux, donc allez-y tous. Et puis nos amis de la Maison éco-citoyenne qui sont tous rassemblés, qui ont souhaité tous se rassembler pour nous regarder et débattre. Débattez, posez des questions, on y va. Je vais commencer par Charlie. Charlie, sur le web, est-ce que tu pourrais nous dire ce qu'il s'est passé, le sentiment général, en quelques mots, vraiment, en 30 secondes. En 30 secondes. Sur Internet, tu as peut-être un micro, ce sera peut-être plus simple. Alors, ça a beaucoup réagi, en fait, notamment en fait, sur Twitter et sur le chat du site des Rendez-vous du Futur. Un peu plus de 1000 interventions, beaucoup de tweets. Sur la forme, vraisemblablement, en fait, il y a vraiment une écoute très religieuse de l'exposé de Jérémy Rifkin et ensuite en fait, des jeux de questions-réponses, que ce soit sur Bordeaux, dans les différentes salles en fait, du Cube. Les tweeters, les internautes ont beaucoup réagi à la notion de prosumers. Ont été très attachés au début à l'intérêt en fait, de la technologie avec les exemples autour de l'imprimante 3D, l'imprimante 3D dans une poche et le smartphone dans l'autre. Sur les exemples très concrets, sur l'exemple des jouets, sur la dimension en fait, pédagogique et du Ça a beaucoup prêt. tweeté sur le jouet. Voilà. Il y a même eu en fait, vraisemblablement en fait, un lycéen, donc un habitant d'ici, au CUM, qui a mis en avant en fait, la ludothèque qui existe déjà sur ici et qui propose des prêts de jouets. Oui. Et puis parfois aussi des avis un peu plus challengeants, des gens qui ont réagi, notamment sur l'exemple de Bouygues. Ils se sont demandé, tiens, Bouygues serait le champion du développement durable. Parfois, certains internautes ont trouvé l'exposé parfois peut-être un petit peu démago. Et puis, ce que j'ai trouvé très rigolo, c'est quelqu'un, je pense, a très bien, pas très bien tapé en fait en tweetant et a mis en avant le coût marginal aéro. Et j'ai trouvé ça très très aérien.
pour donner un nouveau souffle justement qui a résonné pendant toute l'émission. Merci Charlie. Je rappelle juste que Charlie est le copilote du projet Le First. Le projet Le First, c'est... là, on est dans un after Rendez-vous du futur. Eh bien, il y a le First qui est le before Rendez-vous du futur. Exceptionnellement, nous ne l'avons pas fait ce soir, mais à chaque émission, nous faisons un First. Et donc, Charlie est un de nos co-animateurs. Marion, comment vous ressortez après cette heure et demie rifkinienne? Ravi déjà d'avoir entendu Jérémy Rifkin. C'est un petit peu une star pour beaucoup de gens, peut-être pas pour d'autres. On va sans doute en parler. Je l'ai trouvé effectivement assez pertinent. Pertinent sur le constat, effectivement, dès qu'on parlait des prosumers, ces fameux nouveaux consommateurs. Effectivement, on le voit bien dans ce qui est aujourd'hui les nouveaux modes, sont les nouveaux modes de consommation collaborative, financement participatif et tous ces nouvelles plateformes qui émergent notamment sur le web, que effectivement le profil du consommateur a changé. Donc ça, je le constate moi, en tout cas à mon petit niveau, au travers de tous les entrepreneurs du web que nous rencontrons chaque jour, et puis bien évidemment le client final. Je suis tout à fait d'accord et en accord avec son constat aussi sur la notion de propriété. Effectivement, je pense que la sharing economy a de beaux jours devant elle. Malgré tout, ça reste un business, ça reste compliqué. C'est dur à financer aussi. Il y a beaucoup d'investisseurs qui s'y intéressent. Peu s'engagent vraiment en tout cas sur un chéquier. Aujourd'hui, les Blablacar arrivent à lever des fonds assez importants, notamment en France, mais ils ne lèveront évidemment pas autant qu'aux États-Unis ici, donc ça va mettre du temps. Ces étapes-là économiques et en tout cas capitalistiques sont à prendre en compte. Ça prend du temps, c'est pas en un jour que ça se fait globalement. Antoine, je vous voyais acquiescer. Oui, moi, je pense qu'on a passé déjà un très très bon moment avec plein de tendances en effet qui sont évoquées par Jérémy Rifkin. Et c'est vrai que c'est un peu, c'est très agréable d'entendre ça. Moi, j'avais quelqu'un qui ne connaissait pas qui disait Rifkin, mais tu vas voir que c'est un concert qui a lieu où Rifkin pensait que c'était une espèce de rockstar. Et en effet, c'en est une un peu dans le domaine du numérique. Par ailleurs, il n'y a pas de concept qui brasse, que nous on a l'habitude aussi à AEC et dans la French Tech bordelaise, je leur passe le bonjour, d'évoquer. Il y a un certain nombre de points quand même sur lesquels j'aurais aimé revenir. C'est sur la notion de génération Y, millénium, etc., sur leur capacité à entreprendre ça, tant mieux. On voit plein de choses nouvelles qui arrivent. Par contre, je limiterai un petit peu quand même ce qui a été évoqué en termes de compétences, certes autour des smartphones, autour des impressions 3D, etc. Et qu'on a de très 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 gros besoins d'accompagnement et de formation encore à ça, au sens critique qu'on peut avoir sur ces objets, sur leurs objectifs, leurs finalités, et que ça tombe pas tout le cru dans le bec parce qu'on a un smartphone. Si on regarde les statistiques d'utilisation des smartphones, en général, on se sert de quelques applications, on comprend pas forcément comment fonctionne le smartphone, etc. Donc bon, je le mettrai un petit peu en stand-by, ou alors peut-être pour 2040, ok. Mais bon, je trouve qu'il y a un certain nombre de limites à apporter et que ça montre qu'il y a encore quand même entre une utopie et une réalité sur nos territoires, il y a quand même un décalage encore fort, que ce soit pour les jeunes générations, mais aussi dans le domaine des entreprises et des filières non numériques, où il faut bien le dire, il y a quand même encore aujourd'hui un rapport à la stratégie numérique digitale qui est très très loin d'être celle qu'évoque M. Rifkin. Ça, je pense qu'on va y revenir effectivement sur le principe de décalage, de fracture, même vieux mot, mais qui est toujours d'actualité. François Siegel, donc je rappelais que vous êtes le fondateur de Oui Demain, magazine avec lequel nous sommes partenaires. Qu'est-ce que vous retenez particulièrement de cet entretien, de cette rencontre ? D'abord qu'il est excellent. Il occupe l'espace. On écoute son histoire qu'il déroule divinement bien. Ce que je trouve très intéressant chez lui, c'est qu'il y a une perspective historique. C'est-à-dire que le coût marginal zéro vient après la troisième révolution industrielle, qui vient après la fin du travail. Et puis, globalement, il nous refait l'histoire du monde depuis les chasseurs-cueillettes, etc. Donc tout ça rentre dans une espèce de progression d'une ligne qui est totalement cohérente. Globalement, on a du mal. Après, il y a plein de questions. C'est où, quand, comment, combien. Il y a plein de questions. Mais
je trouve que le scénario est extrêmement bien ficelé. Et puis globalement, ça correspond un peu à ce qu'on observe quand même. Hein. Je veux dire, cette société du partage qui est en train quand même de tout manger sur son passage. Ces réticences, évidemment, par rapport au passage aux énergies renouvelables qu'on vit ici aussi. Je veux dire, bon, je pense que, voilà. Après, évidemment, plein de questions. Comment, dans combien de temps, tout de suite, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Évidemment, est-ce que l'économie du partage va... D'abord, il apporte quand même quelque chose. Moi, je l'ai écouté un certain nombre de fois. Je l'ai entendu à Lille, je l'ai entendu à Paris. Je trouvais que ça commençait à tourner un peu en boucle avec, on va dire, la troisième révolution industrielle. Avec quand même quelque chose qu'il a un peu négligé. Globalement, aujourd'hui, on est dans une période de tension considérable. Le prix du pétrole n'a jamais été aussi bas. Hein, je veux dire, donc, pourquoi gaz de schiste, pas gaz de schiste voilà, il devrait exploser. Ben, il n'explose plus. Donc, globalement, il y a un petit coup d'arrêt, on va dire, dans le bouleversement, effectivement, de notre mode de vie dû à l'énergie du pétrole. Par contre, il a raison, évidemment, sur la tendance lourde. Donc voilà, est-ce qu'on est dans un cycle de destruction? En ce moment, on est en pleine période de destruction. Mais comme l'économie du monde en a toujours fait depuis qu'il y a économie du monde, c'est-à-dire, est-ce qu'on est dans la phase de destruction et est-ce qu'il y aura une reconstruction telle qu'on l'a connue avant, hein, c'est ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'on est passé de l'économie du XXe siècle à celle évidemment de l'Internet qui n'a pas créé la même valeur, et ça on rentre tout à fait dans son analyse. Et est-ce que la deuxième économie des nanotechnologies, des MOOC, etc., tout ce qui est en train d'arriver, est-ce que ça va recréer une économie de valeur ou une économie de partage? Et globalement, comment on va vivre dans cette économie de partage? C'est la grande question. On va être dans une économie où il y aura moins de travail, ça c'est une certitude. Comment on va vivre, comment on va survivre, tout en maintenant notre, on va dire, niveau social. Voilà. Et ça, on aimerait bien l'entendre là-dessus de façon extrêmement précise. Et je pense que le jour où j'aurai tout à fait compris Oui Demain, hein, ce que nous on raconte, on va dire, tous les 3 mois, c'est le jour où je pourrai répondre à cette question. Et oui. Et effectivement, la question du comment et surtout la question du combien est apparue, c'était du flou. Là, on a vu combien, c'est bien beau, mais on sera toujours locataire, il y aura toujours un propriétaire, on dépendra toujours de mastodontes. Donc ça, c'est pareil, on va y revenir. Ismaël, la question du combien, je pense à Hello Asso, qui est un modèle complètement particulier, parce que ça repose sur le pourboire. Pareil, même question, quel ressenti, quelle sensation, quelle question poser? Alors évidemment, pour ma part, et je pense que toute l'équipe de Hello Asso sort de cette intervention de Rifkin avec des étoiles dans les yeux parce que ça valide, les théories de Jérémy Rifkin valident un certain nombre des choix que nous avons pris sur Hello Asso. Nous sommes la première plateforme de crowdfunding au monde, à ma connaissance, à être zéro marginal cost. On ne prend pas de commission sur l'ensemble des dons qui sont réalisés sur la plateforme. J'ai été aussi ravi d'entendre qu'il pensait que le don serait central dans la société de demain, évidemment. Après, au-delà de l'enthousiasme, je reste un petit peu sur ma faim sur la question des monopoles, effectivement, parce que ce qu'a dit Rifkin en substance, c'était que Goldman Sachs et Google investissaient leurs fonds à perte dans Uber parce qu'il y allait y avoir des centaines ou des millions de gens qui allaient se lever le matin et décider de faire une petite coopérative dans leur coin. C'est optimiste à mon sens et surtout ça repose sur l'idée que chacun va s'engager. Je veux aussi croire à cette théorie, mais je pense que pour que ce que Jérémy Rifkin décrit arrive, il faut justement qu'il y ait une prise de conscience massive de la part du grand public. C'est pas clair que ça va arriver, donc le fait qu'on parle de tout ça est une extrêmement bonne nouvelle, mais encore une fois, pour que la société que Jérémy Rifkin ait vraiment lieu et que ces prédictions se réalisent et qu'on sorte de l'ornière vers laquelle on est en train de se diriger, je crois vraiment que ce qui est au cœur du sujet, c'est que chacun prenne conscience des choix qu'il fait, qu'effectivement utiliser Uber, c'est valider un certain système, qu'utiliser Google, c'est valider un certain système, et qu'il y a des questions que chacun doit se poser sur les business models qui sont derrière les sociétés existantes. Je ne dis pas que Google ne fait pas des choses très bien. Ce que je dis, c'est que c'est intéressant de voir les modèles alternatifs, les challengers à ces monopoles, parce que je crois qu'aucun d'entre nous n'a envie de vivre dans une société monopolistique, tout simplement. Et on en revient du coup au principe d'acculturation et au principe de formation. Il faut faire des choix conscients. Arnaud, je me tourne vers vous, donc président du groupe Psychologie. Vous en sortez comment, vous? Avec un sentiment nuancé,
C'est-à-dire que je rejoins pas mal ce qu'a dit François. Moi, ça m'a fait un petit peu penser à quand j'ai lu Marx. J'ai trouvé le Capital et le diagnostic du système capitaliste brillant et les propositions dans le manifeste du PC très limitées. Et c'est un petit peu la même chose. C'est toujours aussi brillant dans la vision et l'analyse du système et avec une production de concepts très forts. Hein. La société de l'usage versus celle de la propriété, c'est très fort. Ce monde de l'empathie qu'il a vraiment très très bien expliqué, qui est une réalité hein, pour ceux qui travaillent comme toi ou ceux qui l'utilisent comme moi à travers les échanges de maisons, etc. etc. Cette société du coût marginal zéro où tous producteurs, prosumers, c'est vraiment intéressant. Moi, je trouve que ce qu'il y a sans doute peut-être de plus intéressant dans ce qu'il a un petit peu dit aujourd'hui, c'est cette extraordinaire bataille, à mon avis, qui va s'annoncer à 2 niveaux. Un, c'est pas possible que l'Internet libertaire continue comme ça, alors qu'il y a un enjeu de dizaines et de dizaines et de dizaines de milliards d'euros sur le big data. Donc, évidemment, on va dire économiquement et même politiquement, avec le terrorisme aujourd'hui, on voit bien que ça va pas pouvoir continuer comme ça. Et d'ailleurs, il y a bon, voilà. Et puis, je crois que sur le plan des gens, il l'a petit peu dit aussi, je crois que les gens vont, il y a un moment, ils vont se rendre compte que, attendez, je vais arrêter de faire le boulot à la place des plateformes et laisser les GAFA se goinfrer de mes données. Donc il va y avoir un moment quand même où il va y avoir une prise de conscience. Et je trouve ça, c'est vraiment intéressant. Après, sur la forme, moi, j'ai pas d'étoile dans les yeux parce que je trouve qu'il est brillant dans la vision et totalement ancien monde dans la forme. Péremptoire. On est dans un monde complexe dont l'évolution nous échappe, qui est totalement darwinienne. Il n'y a aucune humilité dans sa pensée. Ça, je trouve ça c'est d'autant plus dommage qu'il est brillant dans le diagnostic. Mais cette manière qu'il a... Alors, je suis d'accord avec toi, François, nous démontrer que l'économie du troc, en gros, ça va créer de la valeur. Voilà. Bon, c'est un peu... Voilà, ça manque un petit peu d'humilité dans un monde qui est complexe et que personne, c'est vrai, aujourd'hui, pas un économiste n'arrive à penser dans sa globalité. Ismaël, en réaction, justement... Oui, je suis vraiment tout à fait d'accord avec le constat. C'est effectivement la réaction que j'ai eue aussi. Maintenant, je pense qu'on doit prendre en compte le fait que ce que dit Jérémy Rifkin, c'est qu'on est en train de changer ce système et qu'il est du coup aussi obligé, lui, d'être dans des logiques du XXe siècle. Donc il utilise d'ailleurs ces logiques. À ma connaissance, son bouquin n'est pas distribué gratuitement. Donc effectivement, ça pose question. Maintenant, son discours porte, donc on peut se dire que ça va aller dans le bon sens. Moi, ce que je trouve intéressant également, c'est qu'il a cité un seul exemple, et à ma connaissance, il n'y en a qu'un, de commun qui a atteint une dimension mondiale, c'est celui de Wikipédia. Et je crois que c'est ça qu'il faut retenir, c'est que ce qu'il promeut est réalisable, mais ça ne vient pas tout seul, ça vient par la participation de milliers d'internautes qui ont rempli Wikipédia. Marion ? Oui, moi je suis d'accord sur la nuance que vous faites, mais je le mettrai en regard de l'aspect un peu culturel. Alors pardon, c'est peut-être un peu ronflant comme ça, mais Jérémy Rifkin est américain. Aux États-Unis, comme vous le savez tous, on a une certaine culture et de la voiture personnelle et d'un certain il faut beaucoup d'argent pour entreprendre, etc. Il nous a bien décrit les fameuses les guidelines à l'américaine. C'est important, même s'il a passé du temps en Europe auprès de la chancelière Merkel, de remettre ça au regard de son Amérique, sans doute, de sa vision à lui. Parce qu'effectivement, la question qui a été posée tout à l'heure, et sans faire de faux chauvinisme, on n'est pas du tout là pour ça, mais la question qui a été posée par un monsieur tout à l'heure sur finalement et nous, la France, est-ce qu'on n'a pas innové déjà depuis très longtemps ? Mais je suis assez d'accord parce qu'effectivement, quand on regarde le concours Lépine, au regard des Fab Labs que Jérémy Rifkin imagine comme pullulant d'ici 2-3 ans, et je ne pense pas que ce soit le cas, je pense que c'est plus compliqué que ça. Nous, ça fait longtemps qu'on innove avec nos mains, nos doigts, et qu'on mixe les générations parce que c'est vraiment ça. Je trouve que il faut le regarder aussi d'un point de vue culturel et ne pas oublier que l'Amérique a aussi ses propres codes et qu'évidemment l'évolution qui est vue au travers d'un grand sage, on doit la remettre à ce niveau-là aussi. Et le petit côté péremptoire dont parlait Arnaud, finalement, c'est aussi peut-être cet aspect un peu américain. Peut-être, mais même si c'est pas un gros mot. Non, bien sûr.
Antoine et puis François. C'est vrai que ce côté américain, ça s'est senti aussi à un moment donné. Il a dit "We got algorithm", et ce parti pris de dire "nous avons les algorithmes". Je suis pas si sûr que nous les ayons tous. On n'a qu'à regarder aussi les acquisitions qui ont été faites dernièrement, Twitch par Amazon, Waze par Google. Et plus important que ça, l'IPO, qu'on ne cite pas assez souvent, la plus importante capitalisation boursière, elle est chinoise aujourd'hui. Elle est chinoise, exactement. Alibaba. Et bon, voilà, des exemples qui nous montrent que aussi l'économie ou la sharing economy, elle a quand même plusieurs facettes. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il oublie un petit peu de dire quand il dit que le capitalisme va être conjoint avec de nouvelles formes d'économie, peut-être, mais en fait, on va aller peut-être vers davantage de granularité, toujours plus vers une diversité de modèles qui va ressembler à des modèles de l'économie collaborative, mais avec certains extrêmement marchands, d'autres un peu plus communs peut-être, mais on va peut-être aller vers, au contraire, cette granularité toujours plus forte. François, vous vouliez ajouter quelque chose ? Là où le constat de Rifkin me semble, son analyse me semble excellente et indiscutable, c'est on ne va pas réinventer en permanence le XXe siècle. Enfin, je veux dire, le XXe siècle, c'est l'énergie, c'est le pétrole, et c'est tout ce qui va avec. Et on voit bien que ce monde-là, on commence à en venir à bout, quoi. Vous savez, la formule célèbre, les arbres ne peuvent pas grimper jusqu'au ciel, on ne va pas continuer à vendre des bagnoles éternellement dans le monde, quoi. Il y a un moment où ça va s'arrêter, on va passer à autre chose. Et on le voit bien. Nous, on cesse de le dire, de le répéter dans Oui Demain. Vous faites Google, vous regardez croissance française depuis 50 ans, vous regardez la gueule de la courbe, quoi. Ça se casse la figure tout le temps. Alors c'est la rémission, quoi. C'est une longue maladie. Ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Qu'est-ce qu'on fait contre ça ? Et on est face, en fait, à un discours, on va dire, à la télévision politique, effectivement, où, en gros, parce qu'on n'en est pas encore au système Rifkin, qu'est-ce qu'on cherche à faire, nous, désespérant retrouver la croissance, réinventer le XXe siècle. C'est le discours politique, économique, etc. Bon, soit on y arrive, mais je commence sérieusement à en douter, soit c'est là où il nous tutille quelque part, et il est bon quand même d'essayer d'inventer autre chose. Inventons demain, lisons Oui Demain, déjà pour inventer. Je précise, et je vais vous dire aussi, parce que vous le connaissez très bien, il y a un garçon formidable qui s'appelle Marc Giget, qui fait les mardis de l'innovation. Et il a des démonstrations absolument formidables sur les cycles. Et en gros, il dit tout ce qu'on vit en ce moment, on l'a déjà inventé. Vous regardez les grandes crises, les grandes dépressions, 1920, 1940, qu'est-ce qu'on fait ? On a inventé le low cost, on a inventé McDo. Pourquoi ? Parce que le low cost, ça a été inventé en 1900. Ça a été inventé. McDo, c'est une réponse à la crise. Il n'y avait pas de quoi. La crise de 29. Il fallait pas manger, donc on a mis de la viande et du pain pour nourrir les gens. Les Converse, il n'y avait pas de cuir, on a fait du caoutchouc, et des lacets, quoi, et des tissus pour faire des chaussures. Il nous a ressorti une pub de Peugeot 3 litres au 100 ou 5 litres au 100 en 1930. Les restaurants collaboratifs sont nés aussi pendant la crise de 29 aux États-Unis. Alors il y a deux solutions. Soit on est dans un cycle, ce que je disais tout à l'heure, et puis la nouvelle croissance. Donc comme ça s'est toujours passé dans l'histoire, il y a un ingénieur russe, là, mathématicien russe, c'est pas Léontiev, mais c'est un nom, voilà, qui explique l'histoire par des cycles qui se reproduisent. Et on se dit, attendons que le nouveau cycle arrive et nous réemporte effectivement dans sa vague créative, ou on se dit le nouveau cycle, ça va être peut-être l'économie du partage. Est-ce que dans la salle, ici au Cube, il y a des réactions ou des mains qui souhaitent se lever pour partager, participer ? Est-ce que sur Internet, Charlie, tu vois des choses, des réactions parce que mais nous, on va continuer. Mais vous avez le micro, vous avez la parole sur Internet aussi. Arnaud et Marion et Arnaud ? Marion et Arnaud. Merci. Gentleman, c'est ça, vraiment, c'est sympa. Écoute, là, franchement, on n'est pas dans le nouveau monde. Ça reste quand même si 5 mecs autour de la table. Si il faudra partager justement cette gentlemanie à l'avenir. L'émission s'est reconstituée petit à petit. C'est pas très sympa, Arnaud, c'est pas très gentil. Non, juste pour rebondir. Merci. Juste pour rebondir. Sur cette notion de modèle que décrit aussi Jeremy Rifkin, avec beaucoup de justesse, c'est vrai. Pour aller un tout petit peu plus loin, et avec juste un constat, c'est qu'il y a aujourd'hui une volonté de la part de la jeune génération, justement, de reprendre un peu les choses en main. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle à des écoles de commerce, ou même des énarques ou des polytechniciens en France, le rêve, l'idéal, c'est plus Michael Douglas dans la firme. Aujourd'hui, c'est Mark Zuckerberg. Donc forcément, ça change des choses. Et il faut aussi que l'éducation s'adapte à ça.
créé des shared big data à l'ENSAE, par exemple, cette fameuse école statistique, et ça ne fait que quelques mois qu'elle existe. Et voilà, donc je pense qu'il y a aussi une question de modèle sur la jeune génération, cette volonté d'entreprendre, d'où cette espèce d'envolée comme ça de prise de risque à nouveau. Et est-ce que notre système à nous, au global, va suivre cette envie d'entreprendre, de prendre des risques et de tracer un chemin, notamment dans la sharing economy? On en revient à la question de la culture, la question fondamentale de la culture, et là qui redémarre à la très 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 tôt. Arnaud? Bon, je l'ai un petit peu chargé là, Rifkin. Non, mais je voudrais juste revenir. Moi, je suis un spécialiste de l'économie. Je peux donner mon ressenti je trouve que c'est la personne qui a quand même le mieux conceptualisé et expliqué cette formidable économie du partage, de la collaboration. Et je trouve qu'il explique très bien dans le bouquin, justement, que quand on confie, quand on confie un bien collectif à des gens, finalement, ils font passer le collectif avant eux. J'ai vérifié par moi-même, en tant qu'utilisateur de tas de sites d'échange, dont depuis une dizaine d'années, des sites d'échange de maisons, à quel point c'est vrai qu'il y a quelque chose de fondamental. Il y a quelque chose de. Il y a un bouquin sur la bonté qui est assez connu, qui s'appelle La bonté humaine. Et c'est vrai qu'elle ne demande qu'à s'exprimer dans un certain contexte collaboratif. On le voit dans les sites d'échange de maisons, où au fond, finalement, on va beaucoup plus loin que le simple échange, alors que c'est pas du tout proposé au départ comme expérience. Voilà, donc je trouve que c'est formidable. Et voilà, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont aussi bien conceptualisé et expliqué cette dynamique de l'économie collaborative. Et pour moi, c'est les deux points vraiment forts de Rifkin. C'est très tôt d'avoir compris l'enjeu planétaire. Il y a 30 ans, il l'a dit. Et assez tôt, celle de l'économie du partage. Il faut juste lui dire que quand ensuite il dit « c'est moi qui ai inspiré les 35 heures », alors là, ça fout tout en l'air, mais bon. On en revient à ce problème de perspective et d'américain. Antoine. Oui, il y a un aspect aussi, moi, sur la dimension collaborative qu'on n'a peut-être pas assez entendu, parce que finalement, il n'a pas répondu tout à l'heure à une des deux questions qui avaient été posées sur une sharing politics et sur la dimension aussi, on va dire, d'une collaboration plus forte entre différentes échelles territoriales. Je pense à la question, par exemple, de l'open data, dont on parle beaucoup sur du partage de données et à quel point ça peut booster l'innovation, tant de l'open data privé que public d'ailleurs, et donc de la création d'écosystèmes qui soient distants ou locaux, qui permettent d'appuyer ces dynamiques qu'il appelle de ses voeux. Donc on n'a pas trop parlé de ça, et finalement, d'une manière sous-jacente, moi une question que je me pose derrière ces dynamiques, quand il dit nous avons les algorithmes, les monopoles dont on parlait, ça rejoint des questions qu'il a déjà évoquées dans ses bouquins autour du soft power, qui est qu'à un moment donné, on parle aussi de cyberpuissance, quoi, et du fait qu'aujourd'hui, on doit prendre conscience, peut-être des États, mais aussi des territoires, qu'on doit devenir des cyberpuissances. Et qu'il le disait, peut-être qu'il faut laisser place à certains services publics, à des entreprises, mais qu'on le réglemente. Bon, ça, c'est un format qu'il évoque. Mais je pense que derrière, il y a cette question-là de cyberpuissance, du mode qu'on veut. Et moi, je me pose aujourd'hui une question, c'est si ces services, qu'ils soient les Uber, les Airbnb et j'en passe, ou les grands qui sont rachetés par les GAFA, on est dans des algorithmes qui deviennent des algorithmes d'imposition, une maîtrise sur toutes les données contextuelles qu'on a en France, peut-être moins que, évidemment, aux USA. Bon, je trouve qu'il y a beaucoup de questions aujourd'hui qui se posent sur cette logique politique et cette stratégie digitale politique. Quand on va vouloir la définir, on va être très très dépendant à un moment donné d'une vision qui a déjà été définie par d'autres. Ismaël? Oui, moi je ne peux pas m'empêcher de réagir un petit peu à ce que vous disiez, parce que je suis moi-même polytechnicien, donc je pense que ça va plus loin que ce que vous dites. Effectivement, le modèle n'est plus Goldman Sachs, le modèle n'est plus, à mon sens, non plus Mark Zuckerberg. Je crois que le modèle, c'est Mohamed Younous ou Gandhi. Pour cette nouvelle génération, Gandhi disait soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Moi, je crois que c'est ça qui est en train de se passer. Il y a une expression que j'aime beaucoup qui dit que vous n'êtes pas dans un embouteillage, vous êtes l'embouteillage. Et c'est ça qui est en train de se passer, c'est qu'il faut qu'il y ait ce switch de prise de conscience qui va permettre à chacun de choisir le monde dans lequel il veut vivre. Mais cette prise de conscience, il faut avoir les éléments pour comprendre cette prise de conscience. Il faut avoir les éléments pour comprendre et il faut qu'il y ait des outils alternatifs qui permettent de faire ce choix. Et la promotion de ces outils alternatifs, du coup.
Là, on en revient à d'autres. Moi, je ne vais pas prendre longtemps, juste une petite précision quand même sur cette logique collaborative. Elle est aussi extrêmement liée à un besoin des internautes qui est de plus en plus de personnalisation, des logiques de niche, des logiques communautaires, et qui ne sont pas forcément toujours des logiques de partage, mais parfois peut-être des logiques de ghettoisation. Donc il y a des services qui sont extraordinaires, et ta vision sur les embouteillages est vraiment la bonne. Par ailleurs, je pense que ça dépend peut-être des contextes dans lesquels on est, mais ça nous dessine aussi peut-être des formes de co-individualisme, on va dire. Allez, je tente aussi des concepts de co-individualisme un petit peu particuliers. Donc je ne serais pas si franc, moi, sur cette notion extrêmement collaborative de partage et de dimension sociale. Marion, et après, j'aimerais bien qu'on aborde, parce qu'on a quand même deux patrons de médias parmi nous, qu'on peut peut-être parler également du média et du média tel qu'il pourrait accompagner le changement, tel qu'il pourrait accompagner l'acculturation générale, et puis derrière, l'évolution des médias. Mais Marion d'abord. Juste un mot sur la géographie aujourd'hui et les cyberpuissances que vous évoquiez. Moi, je pense qu'il met le doigt sur quelque chose d'hyper important dans les années qui viennent et qui est déjà tout à fait une réalité. C'est cette géopolitique qui est imposée par la data aujourd'hui. Qui va maîtriser la donnée demain? Qui la maîtrise aujourd'hui? Ça, c'est un problème qui est extrêmement fondamental dans la réflexion aujourd'hui et qui rejoint tout à fait la notion d'individualité et d'éducation. Est-ce que moi, je suis conscient, effectivement, quand j'utilise Google Mail ou d'autres plateformes, Uber, pourquoi pas, mais c'est Google aussi, hein. Tout sera un petit peu Google, j'ai l'impression. Est-ce que je suis vraiment conscient de ce qu'on fait de ma donnée? Est-ce que je suis assez suffisamment informée sur ce qu'est le ciblage publicitaire? Est-ce que ces sociétés vont se regrouper ensemble, vont devenir plus puissantes pour pouvoir me targeter, comme on dit? Voilà, je pense qu'il y a vraiment un enjeu extrêmement fort de la part et du citoyen que nous sommes tous d'être informés et du politique, parce que les gouvernements vont évidemment prendre leurs mots là-dessus, vont devoir eux aussi redéfinir les frontières, où seront hébergées les données sensibles, qu'elles soient citoyennes, gouvernementales, économiques. C'est déjà un problème aujourd'hui. On ne sait pas, une entreprise qui a vraiment envie de sauvegarder ses données le fait aujourd'hui au Luxembourg ou en Suisse, parce que ce sont des serveurs qui sont indépendants. Donc il y a vraiment, je pense, un axe extrêmement fort de réflexion sur la nouvelle géopolitique par la data. Je pense qu'on pourrait parler pendant des heures du thème de la souveraineté numérique. Absolument. Où sont nos données? C'est notre richesse en France, sauf qu'elle n'est plus en France. Donc ça, c'est un autre grand thème. Et grâce à Ismaël, je répare cette petite erreur. Bien sûr, Marion, vous êtes rédactrice en chef d'un grand média aussi. Oui, évidemment. il n'y a pas de souci. Et je me tourne vers vous, Arnaud. Les vieux médias. Le rôle... Non, mais le rôle du média, on peut s'interroger, parce que là, on parle de la nécessité d'avoir les éléments pour faire des choix conscients. On a parlé du rôle du politique, et au-delà du rôle du politique, le rôle du média, le rôle du passeur. Comment évolue-t-il? Est-ce qu'il reste central? Oui, alors il est complexe, hein, parce qu'il doit transformer son modèle économique et culturel. Donc moi, nous sommes la preuve même, contrairement à ce que dit Rifkin, que voilà, ce passage n'est pas évident, et même la perspective qui se décide n'est pas évidente, hein. Donc de passer d'une économie, en gros, de l'information payante à une économie de l'information gratuite, et donc de la poursuite d'un modèle économique digital dans lequel il faut toujours plus dépenser, dans lequel les dépenses sont croissantes et certaines, et les recettes quand même très aléatoires. Donc on voit bien que c'est très compliqué. Alors après, on fait énormément de diversification, de créativité, etc. Et c'est intéressant parce que ça nous pousse à évoluer, mais on voit bien que voilà, cette transition n'est pas évidente. Après, le rôle du média, c'est vrai qu'il y a aussi une transformation culturelle à opérer pour les médias. C'est vrai que, et moi je trouve qu'elle est plutôt salutaire. Ça amène, à être meilleur, parce que voilà, on est face à un public qui est extrêmement volatile, exigeant, etc., qui est toujours à un clic voilà, donc il faut être meilleur. Deux, ça invite à être polyvalent et donc à intégrer la dimension marketing, technologique, conversationnelle à la dimension éditoriale. Donc je trouve que c'est intéressant. Et trois, ça invite les journalistes à rester comme des journalistes, hein, bon, mais à intégrer la conversation et l'horizontalité et le fait que les médias sont d'une certaine manière de plus en plus collaboratifs. Et ce saut culturel-là, il est difficile. Il est difficile, on va dire, idéologiquement vu de notre culture, mais il est aussi difficile en termes de génération, parce qu'on peut vouloir le faire, mais être un petit peu déconnecté de l'évolution
des usages et des attentes des consommateurs. Donc, curieusement, les médias aujourd'hui touchent beaucoup plus de gens qu'avant. Je sais pas, Psychologie, avant, ça avait 2,5 millions de lecteurs. Maintenant, avec le web, on touche 6 millions de personnes. Donc, on va dire, on est beaucoup plus puissant et beaucoup plus fragile en même temps. Vous voyez, donc, c'est intéressant. François, est-ce que c'est un autre modèle également? Moi, j'ai à peu près le même, Ouais. le même son. Les médias, enfin la presse traditionnelle, c'est elle qui a pris la vague dans la gueule les premiers, quoi, hein. D'ailleurs, les autres devraient mieux de regarder un peu ce qui se passe au niveau de la presse papier pour voir ce qui va leur arriver, parce que c'est quand même... Donc en gros, qu'est-ce qu'on a pris? Nous, notre modèle, enfin le modèle, je dirais, de la presse traditionnelle, c'était des gens qui achetaient, et puis des annonceurs qui achetaient des pages de pub. Puis d'un seul coup, il y a eu de moins en moins de gens qui achetaient, de moins en moins de pages de pub. Donc le modèle, il marche plus, quoi. Le modèle, il marche plus du tout. Et il y a une statistique qui a été publiée par la presse américaine il y a relativement peu de temps. Je ne peux pas la citer, mais je crois que c'est l'Union des journaux américains. En gros, qui a expliqué comment, en 10 ans, la presse avait perdu à peu près 80% de la valeur qu'elle avait mis 50 ans à construire, en gros en 10 ans, et le gain par marginal, alors là c'est le Zero Marginal Society, hein, le gain évidemment de la transformation par Internet est totalement inexistante, quoi, en termes de création, de valeur, de richesse. Donc la presse, évidemment, elle est aux premières loges. Maintenant, globalement, qu'est-ce qu'on essaye de faire? Et alors, question, pourquoi est-ce que nous, on a choisi un modèle papier, justement? Oui. Voilà. Et ben, pourquoi on a choisi un modèle papier? Parce que, globalement, on n'a pas les moyens de faire de l'Internet. Hein, parce que l'Internet, ça coûte cher. Parce que l'Internet, ça coûte pas cher quand vous êtes génial, que vous inventez une start-up, etc., et qu'elle va être achetée, évidemment, X millions de dollars 5 ans après. Mais ça, il y en a un sur 1 million. voilà, nous, on ne sait pas faire ça. Globalement, nous, on sait mettre des idées sur le papier et puis avoir des envies et les transmettre. Donc, on s'est dit que cette période, elle méritait d'être racontée et que, globalement, c'était tellement riche qu'il y avait de quoi parler de tout ce qui fait on va dire, la matière première d'un média. Et comme on n'avait pas... voilà. Et donc le modèle, c'est un papier qui sort une fois tous les 3 mois, 3 mois et demi, 4 mois, quand on a les moyens de faire un numéro. Et chaque numéro est une course effectivement dramatique à essayer de se dire, trouver des marques qui vont nous aider, nous financer, etc. Parce qu'on a un peu de vente au numéro, ça suffit pas, on n'a pas de pub. Et puis globalement, l'écosystème qui se développe, c'est ça. Et puis un site internet maintenant qui est en train de monter petit à petit, mais évidemment qui n'apporte pas de ressources. Donc on est tous effectivement dans des modèles qui se cherchent. Hein. Quel est celui qui va dire qu'il a trouvé la martingale et le modèle? Et je sais que j'en parle souvent avec mes confrères, consoeurs du web. Voilà. Donc on essaye de trouver un nouveau modèle en sachant que l'ancien ne fonctionne plus. Le modèle se cherche. Ismaël? Alors oui, moi je suis assez interpellé par la réponse que vous fournissez tous les deux à la question posée par Éloi, parce que vous avez chacun parlé du business model des médias qui est effectivement en train d'être révolutionné par le numérique. Moi, je pense que la question centrale, elle n'est pas là. Elle est dans le rôle des médias dans cette révolution, et notamment en termes de décryptage. Il y a un autre théoricien que j'apprécie beaucoup, qui est Bernard Stiegler, qui explique que cette révolution numérique est un pharmacone, c'est-à-dire qu'elle peut être aussi bien un remède qu'un poison, selon la direction qu'on prend et le choix que chacun peut faire. Et j'ai la conviction que le rôle des médias aujourd'hui, et pas que les médias en ligne, tous les médias, est justement de décrypter au grand public ce qui est en train de se passer et de permettre à chacun de faire son choix en conscience. Ce qui m'inquiète un petit peu dans la discussion qu'on vient d'avoir, c'est que les médias sont tellement tétanisés par cette révolution qu'ils ont pris en pleine poire, comme vous dites, que justement ils sont plus préoccupés par leur business model que par le décryptage de ce monde. Et je pense que c'est une erreur fondamentale, parce que si ils prennent ce choix de décrypter le monde, ils auront la communauté qui va les suivre. Et c'est pas pour rien qu'un des médias en ligne les plus rentables est Mediapart et est payant. C'est parce qu'ils ont fait ce choix-là de décrypter le monde. Et je pense que c'est vers là qu'il faut aller. Juste un mot de François, parce que là, il y avait... Oui, non, je réponds. Évidemment, après, décrypter le monde, c'est le choix qu'on a fait. Hein, je veux dire, c'est le choix qu'on a fait. Le seul problème, c'est si on prend l'exemple par rapport effectivement au succès de Mediapart. Sauf que parler tous les jours d'Internet des objets, d'énergie renouvelable, d'économie du partage, c'est pas mainstream.
c'est pas ce qui va propulser les gens au kiosque pour lire. J'adore ça, hein, je critique pas, mais les secrets d'alcôve de Madame Trierweiler. Hein. J'aime bien ça aussi, moi. Je veux dire, hein, je vais pas jouer les bagels là-dessus. Je veux dire, mais là, il y a 440 000 personnes qui sont précipitées sur un kiosque. Je veux dire, Mediapart, avec tout le boulot effectivement que fait Mediapart, c'est quand même dénoncer des scandales, mettre la main sur les hommes politiques qu'on met les doigts dans la confiture, etc. La difficulté que l'on peut avoir, nous, quand on essaye de raconter le monde de demain, c'est justement de trouver dans les médias qui sont les médias qui vont être porteurs, parce que quoi qu'il arrive, l'ancien monde, il est quand même pas tout à fait mort, il existe encore, et d'essayer d'avoir la place pour pouvoir développer, être présent dans les débats, etc. Parce que vous savez, vous connaissez bien le ronronnement, c'est un peu toujours les mêmes, c'est toujours les mêmes qui se partagent le temps d'antenne, etc. Donc on a beaucoup de mal, mais bon, c'est quand même un pari qu'on a fait. Arnaud, une petite réaction, et après Antoine, Marion, et ce sera le mot de la fin. Voilà, je crois qu'on n'est pas les seuls à décrypter le monde. Hein. Il y a beaucoup de gens et de talents sur le blog et sur les blogs et dans le digital qui décryptent le monde. Je crois qu'il y a trois choses. Un, c'est se vivre moins comme des producteurs de papier ou voire de digital et plus comme des gens qui détiennent une expertise qui peut accompagner la société, les entreprises, les lecteurs et voilà, être atawad, hein, comme on dit. Bon. La deuxième chose, c'est dans un monde de l'indifférenciation où pullulent les marques, c'est cultiver des marques fortes et engagées. Ça, je pense que c'est quelque chose que la presse doit faire. Puis la troisième chose, c'est faire des beaux objets. Et Oui Demain, c'est un beau magazine. Et ce que j'aime bien dans Oui Demain, nous, on essaie de faire un joli magazine de avec psychologie, mais c'est être très attentif à l'objet, voilà, pour ne pas tomber dans la différenciation et au fond, voilà, justifier le fait que les gens continuent à acheter parce que ils ont une expérience tactile et de lecture et de plaisir qu'on ne retrouve pas sur Internet. Donc c'est bien cultiver ces différences. Le catalogue Ikea l'a bien compris aussi. Je ne sais pas si vous avez vu la pub. Antoine. Je voulais réagir, je pense que c'est par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur la notion de cycle, où je pense que ce que vous êtes en train de dire, et la discussion autour de l'évolution du modèle économique, en fait, c'est tout à l'heure vous parliez d'un cycle et qu'on change de cycle. Et en fait, on a plutôt maintenant des cycles qui se rejoignent les uns les autres, avec des progrès potentiels technologiques, NBIC et autres, dont on ne sait pas exactement quand est-ce qu'ils vont se poser. Et donc des cycles qui finissent finalement par s'embouteiller, se marcher les uns sur les autres, et qui poussent, et je pense que c'est une des forces du message de Jérémy Rifkin, et tant mieux s'il arrive à le porter au plus haut des chefs d'État et des grandes entreprises, c'est le fait que on est toujours dans une urgence de plus en plus avec le numérique, avec des mises à jour permanentes et un processus itératif permanent, tout le temps, dans un écosystème de partenaires. Alors c'est un peu jargonneux ce que je dis, il n'empêche que c'est un peu ça, quoi. C'est une espèce d'énergie qu'il faut avoir, de l'innovation et un process permanent qui est très très loin des habitudes qu'on a eues dans les 30 Glorieuses avec des modèles qui évoluent doucement et un marché qui évolue pas aussi rapidement que ça. Là maintenant on est dans une espèce d'urgence et je trouve qu'il le dit très très bien. Et l'urgence, je peux te dire que je la vis là en ce moment parce que je dois bientôt rendre l'antenne. Je vois des signes de mon ami Rémi ici au Cube. On va se donner encore 2 minutes, mais 2 minutes où je vais, Marion, je vais te demander de donner quelque chose qui pourrait être ton mot de la fin, en tout cas, de cette soirée, de ces réflexions, sachant que les réflexions ne s'arrêteront jamais. Nous en plus. Hein. Qui ça arrive qui? Ah non, Marion, bien sûr. Bah oui. Bon, donc Marion, tu as 10 minutes. Alors j'ai 10 minutes devant moi. Écoutez, vous êtes prêts, hein? Non, alors juste pour un tout petit mot sur le métier de journaliste, je suis issue d'une école tout à fait classique, le CFJ Paris. Et quand je suis rentrée au CFJ Paris, je n'ai pas compris ce qu'on me racontait puisque je travaillais dans une rédaction online à l'époque, c'était il y a 15 ans, chez Club Internet. C'était le portail de contenu Club Internet. Donc j'ai démarré, moi, mon école de journalisme. Et je ne comprenais pas ce qu'on me disait. Effectivement, j'ai appris à faire des chemins de fer, j'ai appris tous les fondamentaux du métier de journaliste. Pour la forme, j'ai intégré, même si ça ne m'a pas beaucoup servi, puisque à côté de ça, moi, je codais en HTML, donc c'était un peu différent. Mais par contre, sur le reste, aujourd'hui, je fais le constat d'un journalisme qui a profondément changé, mais ça, on est tous d'accord là-dessus, je pense. Pourquoi ? Parce que les journalistes, c'est peut-être vous aussi dans la salle aujourd'hui. Le temps réel, il a pris le dessus, en fait, sur le média, notamment le média papier, c'est vrai, mais même sur les autres médias qui sont pure players. Et aujourd'hui, la circulation de l'info sur Twitter, voilà, c'est devenu un média en tant que tel. Donc aujourd'hui, forcément, notre métier a changé.
il est perçu d'une autre façon aussi. Je pense qu'il y a une vraie crise de toute façon du journaliste qui sait un peu tout, qui va décrypter, qui a la science infuse. Ce n'est plus ça. Et moi, j'essaye de grandir aussi dans cette culture-là, où on doit tous partager. Et là, pour le coup, je rejoins un peu la théorie de Rifkin. On doit aussi partager nos savoirs, nos connaissances, en faisant quand même attention, et ça, c'est un peu l'écueil, que tout ne devienne pas média. C'est-à-dire que la publicité respecte, elle aussi, ce qu'elle doit être à côté d'un média qui a un rôle informatif. Moi, c'est peut-être plus ça où je pense que la frontière peut être assez vite trop fine pour que finalement l'utilisateur, le client ou le lecteur s'y retrouve vraiment. Voilà. François, quelque chose qui pourrait être le mot de la fin? Le mot de la fin, réinvitez-nous pour qu'on continue, quoi, parce qu'en face, voilà, parce que je pense qu'on va faire le mot de la fin ce soir, ça va être compliqué. Non, je crois que le mot de la fin, il y a une vérité qui est quand même évidente, c'est la notion d'empowerment, quoi. Petit à petit, quand même, on voit. Ça ne se sent pas encore totalement politique, ça va sûrement venir, mais petit à petit, on voit quand même que dans tous les domaines, sur la santé, sur l'alimentation, demain peut-être sur l'énergie, quoi, que le citoyen est en train de reprendre le pouvoir. Voilà. Alors est-ce que ça ira à la vitesse rifkinienne ou est-ce que ça mettra 30 ans? Ça, j'en sais rien, mais ça me semble être une certitude en tout cas aujourd'hui. Ismaël. Le mot de la fin pour moi, c'est d'une part qu'il y a effectivement urgence et que une urgence que chacun se pose ce genre de questions et fasse un choix face à la société qui l'attend. Et puis le mot de la fin, c'est pour moi aussi, je suis en fait papa d'un petit garçon de 1 an. Et effectivement, on va à la ludothèque chercher des jouets, donc il y a de l'espoir. Si notre génération, si les générations d'avant ne font pas le bon choix, je suis convaincu que la génération qui vient le fera. Donc c'est simplement une question de temps. Antoine. Une dernière stat qui rejoint ce que tu dis sur les enfants. Moi aussi, le mot de la j'ai fin, très c'est une jeunes stat. enfants qui sont couchés, c'est dommage, ils me voient. Mais ils auront le replay dès demain matin. Une statistique issue du ministère américain du Travail qui dit que 65% des enfants qui sont actuellement dans les écoles américaines auront des jobs qui n'existent pas encore. Donc aussi, on en revient à cette question d'éducation et de la formation et de l'appréhension des problématiques numériques dans les métiers qui doivent évoluer. Voilà, je crois que le chiffre parle de lui-même. Arnaud, le dernier mot. Tout a été dit. Enfin, moi, je trouve que c'est à la fois, on vit, quand on s'intéresse à l'Internet et à cette nouvelle ère digitale, c'est à la fois absolument formidable parce qu'on est dans la remise en question permanente, dans la curiosité, dans l'envie, dans la découverte. Et en même temps, c'est quand même exténuant. C'est-à-dire on est dans la société de l'information, il faut toujours se remettre en question, il faut essayer de trouver et de ne pas s'éparpiller dans tous les modèles. Autant en tant que chef d'entreprise qu'en tant que parent, qu'en tant qu'humain, parfois on a envie de faire pause dans l'innovation, la transformation, la mutation. Et la dernière tendance dans la Silicon Valley, c'est la méditation. Alors tout n'est pas perdu. La déconnexion. C'est la déconnexion. Ce n'est que justice que Marion ait le tout dernier mot. Oh, quoique non, Internet aura le tout dernier mot. Mais parce que c'est un vrai mot de la fin. Ce qui est bien avec ces débats, c'est que l'on part avec encore plus de questions, mais heureux au final. Et puis d'ailleurs, c'est beau l'économie du partage. Les journalistes et éditeurs sur le plateau partagent entre eux leurs questions et préoccupations. Et oui, c'était tout le sens de ce petit débat. On aurait évidemment pu durer des heures et des heures. J'ai bien l'impression qu'on va en refaire, mais le meilleur est à venir, bien sûr, comme dirait notre ami Mathieu de l'Institut des Futurs Souhaitables. Il me reste à vous remercier, bravo, madame, Éloi. messieurs. Sans Éloi. Je vous remercie ici au Cube. Merci à tous, merci à la Maison École Citoyenne à Bordeaux, merci Pau, merci Marseille, l'école centrale, merci l'école des mines à Paris. Merci à tous. Vous avez été extrêmement nombreux à participer. Je vous donne rendez-vous donc le 28 octobre avec Cédric Villani. Merci à la JD Carré, un air de chat, le Cube, Triple C bien sûr, et puis tout de suite sur les internets. Merci.
Thank